Bienvenue dans notre nouvelle séance destinée à la correction des exercices envoyés. Aujourd'hui, nous voulons faire l'exercice sur les énergies mécaniques, les énergies potentielles et les énergies cinétiques. Bien, donc dans cette question, les forces de frottement sont négligées. Donc, on nous demande ici de donner l'expression de l'énergie mécanique en A en fonction de M, G, D, R et alpha. Donc, nous avons notre figure là à ce niveau. Et ici, le solide est lancé en A sans vitesse initiale. Et l'état de référence ici, c'est le plan horizontal passant par C, par le point C. Et l'origine des altitudes, c'est le point C. Alors, pour déterminer l'énergie mécanique, il faut d'abord qu'on donne sa formule. Nous avons énergie mécanique qui est EM en A, ça fait énergie cinétique en A, plus énergie potentielle en A. Bien, l'énergie cinétique en A, ça fait 1/2 de la masse du solide fois le carré de la vitesse en A. Or, on a dit ici que le solide est lancé en A sans vitesse initiale. Ça voudra dire que VA égale à 0 mètres par seconde. Bien. Donc, ceci étant, ça veut dire que EC en A égale à 0 joules. Maintenant, nous allons aborder le cas de EP en A. Donc, EP en A, EP en A. EP en A, l'énergie potentielle au point A. L'énergie potentielle au point A, ça fait la masse fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude au point A. Donc, voilà la formule de l'énergie potentielle. Si ici, l'état de référence n'était pas confondu avec l'origine des altitudes, on aurait une constante C ici qu'on aurait ajoutée. Donc, nous allons certainement faire ça dans l'exercice à venir. Mais retenez ici que cette expression est là, est ainsi simplement parce que l'état de référence ici, c'est-à-dire le plan horizontal passant par C, est confondu avec l'origine des altitudes qui est le point C. Donc, les deux sont confondus. Par conséquent, l'expression de l'énergie potentielle est égale à la masse fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude, simplement. Il n'y a pas une constante qu'on va mettre à côté. Bien. Donc, nous allons maintenant déterminer ZA parce que M et G sont connus. Donc, c'est ZA on veut déterminer. Pour déterminer ZA, on va d'abord voir si ça serait égal à HA ou moins HA. Donc, ici, ZA, ici, est égal à HA. Pourquoi pas moins HA? Donc, Z a deux expressions, soit Z égale à moins H, soit Z égale à H. Z égale à H si et seulement si le point au niveau duquel on veut déterminer l'énergie potentielle en réalité est situé au-dessus de l'état de référence et de l'origine des altitudes. Donc, ici, on a constaté que le point A est situé au-dessus, en réalité, de l'origine des altitudes ici. Donc, le plan passant par l'origine des altitudes, tout ce qui est ici est en bas de A. Donc, A est au-dessus ici. Donc, ça veut dire que Z de A égale à HA. Bien. Donc, si c'était en bas, si par exemple le C était en haut et le A était en bas, ça voudra dire que Z allait donner moins H. Mais comme ici, le A est au-dessus de l'état de référence et du niveau et de l'origine des altitudes, ça voudra simplement dire que ZA égale à HA. Bien, on continue. Donc maintenant, nous allons déterminer en réalité HA. Bien, nous savons que ici, HA, ici, pour déterminer HA, nous allons tracer une droite horizontale passant par A et une droite horizontale passant par C. Donc, lorsqu'on le fait, ça donne ceci. Alors, lorsqu'on le fait, ce qui passe par A donne ceci et ce qui passe par C est déjà là. Donc, on convient comme ça que HA, c'est d'ici à là. Donc, ça fait HA, ça fait H1 plus
H2. Donc, ici, comme on a dit que c'est l'état de référence, donc on va toujours se référer à ça. Donc, le plan horizontal passant-passé, c'est ici. Donc, quand on prend ça et ça, on constate que la distance entre les deux, ici, ça fait H1 plus H2. Bien, donc nous allons déterminer maintenant H1 et après, nous allons déterminer H2. Bien, donc pour déterminer H1, nous allons considérer le triangle là. Donc, le point qui est ici, sa projection va donner un certain B'. Donc, nous allons considérer, donc considérons le triangle. Nous allons considérer le triangle A, B, B'. Nous allons considérer le triangle A, B, B'. Donc, lorsqu'on considère le triangle A, B, B', on constate que nous voulons en réalité H1, qui est le côté opposé à l'angle ici, alpha, et on a AB qui est égal à D. Donc, on va utiliser ici sinus. Sinus alpha va faire côté opposé qui est H1 sur l'hypoténuse qui est AB qui est égal à D. Donc, H1 nous fait ici D sinus alpha. Donc, ça fait D sinus alpha. D sinus alpha. Bien. Étant donné que nous avons déjà H1, nous allons maintenant chercher H2. Donc, pour H2, nous allons faire la projection de B ici qui va donner ici un point qu'on va appeler B second. Donc, B second, nous allons considérer maintenant. Donc, nous voulons H2. Donc, H2 ici, H2 ici, c'est ça qui fait encore B second C. Donc, H2 ici, ça fait B second C. Alors, B second C ici, B second C ici n'est rien d'autre que, B second C ici n'est rien d'autre que, donc, B second C, ça va faire ici OC, ici, moins, ici, O, B second. Donc, H2, ça fait OC moins OB second. Donc, OC ici, ça fait ici le rayon qui est R. Donc, nous allons maintenant déterminer ici OB second. Donc, pour OB second, comment déterminer OB second? Nous allons considérer le triangle. Donc, nous allons considérer le triangle. Considérons le triangle. Donc, il faut considérer maintenant le triangle. Ici, nous allons considérer le triangle OB, B second. OB, B second. Donc, si on considère le triangle OB, B second, qu'est-ce qui va se passer ici? On cherche ici OB second, qui est le côté adjacent. On connaît l'hypoténuse OB qui est R. Donc, on va utiliser cosinus. Cosinus alpha, ça fait côté adjacent qui est OB second sur l'hypoténuse qui est OB. Alors, ici, on va réécrire ça. Cosinus alpha va faire maintenant toujours OB second sur OB maintenant qui est R. Donc, si on évolue un peu, on va tirer maintenant OB second. Donc, nous avons cosinus alpha égale à OB second sur R. Donc, OB second va faire maintenant R cosinus alpha. Donc, notre H2 va faire ici, c'était H2, c'était OC qui est R, moins maintenant OB second qui est R cosinus alpha. Donc, ça va faire R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, voilà l'expression de H2. Si H2 égale à ça, ça voudra dire que notre HA, ça fait maintenant D sinus alpha plus maintenant R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, comme nous avons déjà l'expression de HA, nous allons maintenant chercher l'expression de EMA. Alors, EMA serait égal maintenant à, comme ECA égale à 0, donc ça va faire maintenant MG,
ZA qui fait maintenant HA, et nous avons déjà déterminé ça. Donc, ça fait ici maintenant D sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Bien, voilà maintenant l'expression de notre EMA. Donc, voilà ce que EMA donne ici. Donc, on a M ici, G ici, D ici, alpha ici, R est de ce côté. Donc, voilà l'expression de EMA ici qui est là. Donc, nous allons encadrer l'expression qui est là. Bien. Donc, nous allons aborder maintenant la question 1, 2. Alors, ici, on a dit de déterminer l'expression de la vitesse du chariot au point D en fonction de G, R et alpha. Je rappelle qu'ici, il y a une seconde partie de la question qui a été coupée. On a dit ici d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Bien, ici, pourquoi on veut utiliser la conservation de l'énergie mécanique et non la non-conservation? J'explique. C'est parce que nous n'avons pas les forces de frottement. Et ce n'est pas uniquement ça. C'est parce que il n'y a pas une force, il n'y a pas la présence d'une force non conservative ici. Toutes les forces qui sont sur le trajet ici, AD, donc le trajet AD ici, sont des forces conservatives parce qu'on a dit que les frottements sont négligés sur toute la piste. Donc, ici, nous avons le poids, nous avons la réaction et c'est comme ça partout. Donc, on a poids et réaction. Donc, le poids n'est pas une force non conservative. Le poids est une force conservative. Et la réaction qui est là aussi n'est pas une force non conservative. C'est une force conservative aussi. La réaction là, précisément, c'est une force conservative. Donc, comme on n'a pas la présence des forces non conservatives, ça veut dire que l'énergie mécanique va se conserver. Et ceci, c'est parce qu'il n'y a pas les forces de frottement. Parce que ici, s'il y avait les forces de frottement étant des forces non conservatives, ça veut dire que ça allait créer une non-conservation de l'énergie mécanique. Mais ici, comme on n'a pas les forces de frottement, ça veut dire qu'on n'a pas les forces non conservatives. Par conséquent, l'énergie mécanique va se conserver. Alors, pour ceux qui vont se demander c'est quoi une force conservative, une force conservative en réalité, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Exemple, le poids. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Donc, le poids est une force conservative. Maintenant, une force est non conservative lorsque c'est l'inverse, c'est-à-dire son travail dépend du chemin suivi. Exemple, les forces de frottement. Le travail d'une force de frottement dépend du chemin suivi. Donc, c'est pourquoi les forces de frottement sont qualifiées, sont appelées des forces non conservatives. Bien, donc ici, comme on n'a pas de forces non conservatives, on a uniquement des forces conservatives, nous allons appliquer ici le théorème de conservation de l'énergie mécanique. Et que dit le théorème? Ça dit simplement que EM, l'énergie mécanique au début serait égale à l'énergie mécanique à la fin. Donc, on va appliquer ça entre A et D. Donc, d'après la conservation de l'énergie mécanique, on a EM, l'énergie mécanique au point D. Ça serait égal à l'énergie mécanique au point A. Bien, donc l'énergie mécanique au point A, on a déjà son expression. Maintenant, nous allons déterminer l'expression de l'énergie mécanique au point D. Donc, ça va faire EM au point D, ça va faire EC au point D plus EP au point D. EC au point D égale à 1/2 de la masse fois la vitesse, fois le carré de la vitesse au point D. EP au point D, ici le D, d'abord ça va faire MG Z de D. MGZD. Bien, maintenant, Z, est-ce que ZD serait égal à est-ce que ZD serait égal à plus Z et disons plus HD ou bien moins HD? Ici, le D est toujours en haut de tout, donc en haut de C et de tout le plan horizontal, ça veut dire que ZD serait égal ici à HD. Donc ZD serait égal à HD. Alors, nous allons maintenant déterminer ici HD. Pour déterminer HD, comme je le disais, il faut tracer une droite horizontale passant par D et une droite horizontale passant par C.
Maintenant, ici, on n'a pas besoin de tracer parce que entre D et C ici, on voit que la hauteur n'est rien d'autre que la hauteur est déjà bien ici. Donc, ça fait le diamètre. Donc, ça fait DC. Donc, ici, HD. Ici, ça fait la hauteur en DC. Ici, ça fait DC. Donc, ça fait DC. DC, ça fait le diamètre qui fait 2 fois le rayon. Donc, ça fait 2 R. Donc, HD ici est égal à HD ici est égal à 2 R. Si tel est le cas, donc si HD est égal à 2 R, ça veut dire que notre ZD égale à 2 R. Donc, ça veut dire que EPD, ça va faire ici 2 MGR. Donc, ça fait 2 MGR. Donc, ça fait 2 MGR ici. Donc, nous allons réécrire EMD et maintenant procéder maintenant à l'application de la conservation de l'énergie mécanique. Donc, ici, d'après la conservation, de l'énergie mécanique, on a ici EMD qui va donner maintenant 1 demi de MVD carré plus EP en D qu'on a déterminé maintenant et on vient de dire que ça fait 2 MGR qui serait maintenant égal à EMA qui fait MG facteur de D sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Bien. Donc, nous voulons tirer D. Nous voulons tirer la vitesse au point D. Et ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, j'ai dit que lorsque nous sommes dans ce cas, on multiplie le tout par 2. Donc, ça veut dire qu'on aura MVD carré plus 2 fois 2, ça fait 4 MGR. Ici, ça fait 2 MGD facteur de D fois sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Voilà ce que ça donne ici. Bien. Donc, après avoir multiplié par 2, on divise maintenant le tout par M. Donc, par MM, donc on aura VD carré plus 4GR qui serait maintenant égal à 2G facteur de D sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Voilà l'expression que nous avons ici, l'expression que ça donne à ce niveau. Nous voulons maintenant tirer V. Donc, nous allons tirer VD carré. Donc, VD carré, ici, ça fait tout ceci d'abord. 2G facteur de D sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Je ferme le crochet. Maintenant, moins 4GR. 4GR. Donc, ici, le VD, ça va faire maintenant grand racine carrée de 2G. Ici, 2G facteur de D sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Je fais maintenant moins 4GR. Voilà l'expression de notre vitesse au point D en fonction de G. En fonction de G, D, R, G, D, R, alpha. Donc, voilà un peu ce qui est écrit. Bien. Donc, nous allons passer maintenant à la question suivante. Question 1, 3. Alors ici, nous voulons déterminer, la valeur numérique. Donc, on dit de calculer ici la valeur numérique de l'énergie mécanique au point A. On avait déjà déterminé son expression. Et voilà l'expression. Donc, ceux qui avaient pris note, vérifiez. Ou bien faites reculer un peu la vidéo, vous allez voir la valeur. Donc, nous voulons maintenant déterminer si vous reculez, vous allez voir l'expression plutôt. Maintenant, ici, nous voulons déterminer la valeur. Donc, M, c'est 200 grammes, ça fait 0,2 kg, fois G qui est 10, facteur de D, qui fait ici D qui est 1, fois sinus ici,
sinus de alpha qui est 45 degrés. 45 degrés ici, plus R qui est 20 cm qui fait 0,2 mètres, facteur de 1 moins cosinus alpha, ça fait cosinus de 45 degrés toujours, ici. Donc, je ferme le crochet et nous allons voir. Donc, si le calcul est bien fait, ça doit donner 1,53 joules. Si le calcul est bien fait, ça donne 1,53 joules. Voilà la valeur de l'énergie mécanique au point A. Nous passons maintenant à la question 1.4. Donc, nous sommes toujours dans l'hypothèse des forces de frottement négligées. Alors, ici, nous voulons déterminer la valeur numérique de la vitesse au point D. On avait déjà déterminé son expression et voilà l'expression qu'on avait déterminée. Donc, c'est l'expression ça. Donc, nous allons remplacer maintenant les valeurs pour déterminer ensuite maintenant la valeur exacte de la vitesse. On commence. Donc, ça fait grand racine carrée de 2 fois G, ce qui fait ici 10, ici, et ici, ça fait facteur de D qui fait ici 1 fois sinus de 45 degrés, ici, plus R qui est ici 0,2, facteur de 1 moins cosinus de 45 toujours. Ici, on ferme le crochet. Maintenant, moins 4G, c'est G ici, c'est 10, 4 fois 10, fois ici R qui est 0,2. Donc, si le calcul est bien fait, donc ça doit donner 2,70. Donc, si le calcul est bien fait, ça doit donner 2,70 mètres par seconde. Donc, voilà la valeur exacte de la vitesse ici. Ça donne 2,70 mètres par seconde. Nous allons maintenant attaquer la deuxième question ici.